Bonsoir, vous rentrez peut-être à l'instant de votre journée de travail. Vous sortez peut-être du restaurant, remarquez il est un petit peu tôt, ou alors vous rentrez de vacances. Vous êtes bien sur Team Sport en ce jeudi 24 février et vous avez bien raison. Alors ce soir, pour faire ou refaire le monde de la planète sport, je suis accompagné comme à mon habitude de Tony Casalino. Bonsoir à tous. Victor Pétou. Bonsoir. Alexis Fernandez. Bonsoir. Et Tanguy Lejeune. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Tanguy qu'on retrouve après un petit séjour au ski il y a 2 semaines. Vous êtes bien sur Team Sport, ce soir on a un programme très chargé. On va revenir sur ces 8e de finale aller de Ligue des Champions et notamment sur la performance de Lille. C'était il y a 2 jours sur le terrain de Chelsea, défaite 2-0. Je vous poserai cette question, messieurs, Chelsea est-il déjà en quart de finale après ce succès? Petit retour aussi sur les résultats de la semaine et du PSG la semaine dernière, c'était face au Real Madrid, victoire 1-0. On en profitera aussi pour parler du match du PSG ce week-end à Nantes, défaite 3-1. Les enjeux de la 26e journée de Ligue 1, ce sera samedi, début même de cette journée demain et les championnats étrangers. En deuxième sujet, les Jeux Olympiques, retour sur la quinzaine, le bilan de la quinzaine, notamment la performance des Français, avec les tops et les flops de ces Jeux Olympiques à Pékin et le classement des médailles. On parlera aussi de rugby et du tournoi à destination, petit avant-match en préparation de ce Écosse-France, ce sera samedi, et les résultats du week-end dernier en top 14. Enfin, on aura la rubrique Sport Auto. C'est actuellement les premiers essais de la saison à Barcelone pour le championnat de Formule 1 qui reprendra mi-mars. On aura aussi les enjeux du MotoGP, du championnat à venir, de l'Enduropole aussi au Touquet ce week-end, et un petit mot des 24 heures du Mans, et enfin la rubrique Info Sport en vrac, et puis le quiz pour terminer, messieurs. Chelsea, Lille, c'était mardi. Les Lillois se sont inclinés 2-0 sur le terrain de Chelsea, donc défaite 2-0 qui handicape un petit peu déjà les nordistes dans leur quête d'une qualification en quart de finale. Vous qui avez suivi le match, messieurs, qu'est-ce qu'il y a à retenir finalement de la performance des Lillois? Ça n'a pas été une performance si catastrophique que ça. Moi, je m'attendais à pire. Ils ont été loin d'être décevants. Maintenant, 2-0, c'est peut-être un peu cher payé. Au moins un but pour Lille, ou alors juste un but d'écart, 1-0, ça aurait suffi. Maintenant, voilà, Chelsea, ils ont été réalistes. Je pense pas qu'ils ont donné le maximum. Ils auraient pu faire mieux. Chelsea, se sont contentés du minimum, pardon. Et voilà, ça sera difficile pour le match retour, mais tout est encore jouable. Moi, j'ai espoir encore. Pour moi, le résultat semble logique. Voilà, Lille, ils avaient un coup à tenter sur l'affiche, mais après, quand on voit le match 0-0 contre Metz, 19e de Ligue 1, le dernier match de championnat avant le match contre Chelsea, ça fait un peu peur et même regonflé à bloc, ça me paraissait logique que Chelsea allait s'imposer. Ils sont en pleine confiance, ils sont fraîchement champions du monde des clubs et ils sont encore tenants en titre de la Ligue des Champions, forcément. Du coup, ils sont en confiance, ils jouent à Stamford Bridge en plus chez eux. Cependant, le score, ouais, comme disait Victor, ils sont bien battus. Lille, le score aurait pu être plus sévère, je pense, pour Lille. Donc, Chelsea a raté pas mal d'occasions quand même. Et puis, Lille a bien tenu aussi la baraque. Donc, pour moi, Lille peut peut-être tenter le coup au match retour, mais Chelsea reste favori dans ce match. Après, je tiens à retenir l'entrée de Hatem Ben Arfa, qui, pour moi, a quand même changé un peu le jeu offensif des Lillois et a apporté un peu de batterie et un peu de fraîcheur devant. Et on va y revenir justement à cette entrée de Hatem Ben Arfa, juste avant pour rappeler un but de Kai Havertz sur corner dès la 8e minute et un but de Christian Pulisic à la 63e minute après une contre-attaque éclair de N'Golo Kanté. Finalement, qu'est-ce qui a fait la différence entre Chelsea et Lille ce mardi? Finalement, ce qui fait la différence en Champions League, c'est surtout le réalisme. Et on a vu que Chelsea, c'était pas forcément la meilleure équipe de Chelsea qu'on ait vue ces derniers temps. Mais c'est quand même le champion d'Europe en titre et quand il y a des bonnes occasions, ça finit souvent au fond mais on a vu la différence quand même de standing entre les deux clubs sur le terrain et ils remportent logiquement ce match-là du coup. Pour moi, ce qui a fait la différence, c'est tout simplement N'Golo Kanté. c'est aussi simple que ça. Parce que, quand N'Golo Kanté fait un très gros match, c'est toute l'équipe de Chelsea qui est totalement changé, qui est totalement modifié. On a un nouveau visage à chaque fois de Chelsea. Quand il y a N'Golo Kanté en forme, c'est un Chelsea qui gagne. Et pour moi, c'est aussi simple que ça de toute façon, parce qu'il récupère tellement de ballons, sa présence, comme tu l'as dit, il est tellement partout que face à un milieu de terrain lillois, N'Golo Kanté est au-dessus, il prend beaucoup de place. Et pour moi, c'est lui qui a fait la différence dans ce match-là.
Et pour le match retour, ce qu'il faudra surtout, c'est être réaliste pour Lille parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions manquées. Tout l'inverse donc de Chelsea. C'est d'ailleurs José Fonte qui le disait en interview qu'ils ont encore espoir. Il suffit juste d'être plus réaliste devant le but. Parce que franchement, Lille, ils ont eu des occasions. Il manquait pas grand-chose, c'est dommage. Puis les individualités à Chelsea aussi qui font la différence. Et puis on voit sur le front de l'attaque à Lille, Burak Yilmaz, Jonathan David. Je parlais à l'entrée d'Hatem Ben Arfa justement pour redonner un second souffle à cette équipe parce qu'on sent que devant, David n'a pas marqué encore en 2022. Burak Yilmaz, c'est compliqué cette saison. C'est surtout que Hatem Ben Arfa, ce qu'il pourrait faire, c'est limite être titularisé juste derrière David pour lui donner les ballons parce que David, si on lui donne les ballons, il va bien savoir les exploiter. Là, c'est pas que Burak Yilmaz que ça va aller mieux. D'ailleurs, son entrée était pas terrible, Yilmaz. Voilà, moi je pense que si Hatem Ben Arfa était titulaire, enfin au moins essayer sur un match, voir peut-être contre Clermont, parce que Lyon ça va être compliqué. On en parlera, je pense. Et non, faut voir. David, s'il reçoit les ballons, il peut peut-être faire quelque chose. Je rejoins Victor là-dessus. C'est vrai que Hatem Ben Arfa a cette capacité, quand il est en forme, de bien provoquer les adversaires et puis de créer des occasions pour ses coéquipiers. Donc, comme le dit Victor, je pense que ça pourrait faire une belle doublette avec Jonathan David devant. Et qui manque à Jonathan David un gars qui sache lui donner les bons ballons. Jonathan David, déception quand même pour les Lillois. On a senti qu'en premier mi-temps, il pouvait par moments revenir au sort, je ne sais pas, mais en tout cas il pouvait proposer autre chose, avoir des actions. On a vu Renato Sanchez aussi qui a pas mal percuté, provoqué. Mais bon, finalement, dans le dernier geste, c'est un peu ce qui fait la différence en Ligue des Champions aussi. C'est surtout en deuxième mi-temps qu'ils ont été meilleurs. Lille, ils ont eu presque 60% de possession, je sais plus. Ouais. À l'inverse de la première mi-temps où c'est Chelsea qui a eu 60%. Non, mais le coaching peut-être qui n'a pas été très bon. Je parle au niveau des entrants avec Yilmaz qui a fait une entrée pas terrible. Faut voir. Mais Lille a besoin de ce joueur clé aussi qui perce les lignes, qui fait des trous dans les défenses adverses. Hatem Ben Arfa va complètement jouer ce rôle. Il faut que Gourvenec aussi en fasse complètement une grande partie de son équipe. Parce que offensivement ils ont besoin d'un Hatem Ben Arfa. On n'a pas vraiment de joueurs à Lille qui cassent des lignes comme Ben Arfa peut le faire. Et face à des équipes comme Chelsea, c'est ça c'est ce dont l'équipe a besoin. Donc, ils l'ont un peu, ils ont Renato qui Sanchez, a fait un excellent match quand même. C'est pas Renato Sanchez qui va amener les ballons comme Hatem Ben Arfa le fait jusqu'à Jonathan David, tu vois, c'est ça que je veux dire beaucoup. Mais oui, c'est vrai que Renato Sanchez est très important pour lui. Très très important pour lui, c'est aussi un joueur clé. Et offensivement, il y a besoin d'un Hatem Ben Arfa. D'ailleurs, c'était un recrutement très bien joué de la part de Lille, mais il faut le concrétiser ce recrutement. Après, il y a quand même des difficultés à Lille offensivement ces derniers temps, entre Burak Yilmaz qui est quand même en très grosse perte de vitesse cette année et aucun attaquant qui brille finalement, hormis David qui marquait beaucoup au début de saison et qui a un peu plus de mal là, et ça ressent directement sur les derniers matchs. Comme on en a discuté tout à l'heure hors plateau, on disait qu'en attaque, à part David, il y avait qui? C'était qu'au milieu de terrain. Il y a Onana, il était très haut, mais Onana il a été inexistant offensivement. Il a fait quelques retours défensifs intéressants, mais offensivement... Après, c'est pas son poste non plus. Je pense qu'il y a eu un manque de volonté de Jocelyn Gourvenec dans sa composition d'aller chercher vraiment ce match-là et d'aller mettre la pression à l'équipe de Chelsea. Il avait fait le choix de mettre qu'un seul attaquant de pointe et je pense que c'était pas forcément la bonne idée. Qu'il fallait peut-être opter pour quelque chose d'un peu plus offensif pour bousculer cette équipe-là. Peut-être qu'il voulait assurer, on va dire, un résultat moindre. Une défaite pas avec un grand écart sur ce match et peut-être tout donner sur le match retour. Ouais, c'est possible. Et alors justement, dans l'optique du match retour, est-ce qu'il y a 2-0 maintenant, retour à Permorois dans moins de 3 semaines, est-ce qu'on peut dire Chelsea déjà en quart? Est-ce que c'est un petit peu déjà trop, on se projette déjà trop en avance? Oui, on se projette trop là. Moi je pense que c'est du foot, tout est jouable. Ça va être compliqué, mais... Il faudra quand même un très grand exploit quand même Tout est possible. Chelsea reste favori, mais après Lille est chez lui, donc si le public pousse bien et qu'il y a un miracle, on ne sait jamais. Tout est possible dans le football, donc ils peuvent revenir. Après, je vois mal Lille déjà mettre 2 buts pour aller en prolongation contre Chelsea, parce qu'on le rappelle, les buts à l'extérieur ne comptent plus double.
Je vois mal maintenir un écart de 2 buts avec Chelsea et surtout mettre 2 buts déjà à Chelsea qui a quand même une très très bonne défense. Ça va être compliqué. On aura un envoyé spécial en plus. On aura un envoyé spécial, on aura même 2 envoyés spéciaux. Spéciaux, autant pour moi. Voilà, corriger, c'est bien. Il faut. La précision et la qualité des informations. Et surtout du français. Voilà pour Chelsea-Lille. Il y avait d'autres matchs aussi cette semaine. On va juste donner les scores avant de revenir aussi sur la performance du PSG. Hier, il y avait des résultats en Ligue des Champions. Comme tu l'as dit, hier, on clôturait du coup les matchs allés de la Ligue des Champions pour cette année. Et il n'y a eu que des matchs nuls hier entre Benfica et l'Ajax. Un match assez animé, 2 partout entre les deux formations. Et le match, j'ai envie de dire presque le choc à ce stade de la compétition entre l'Atlético et Manchester United, qui s'est fini sur un score de 1 but partout et une domination de l'Atlético quand même surprenante, compte tenu en général de leur... je ne sais pas si on peut dire style de jeu, mais en général, ils sont plutôt sur une qualité de contre. Et là, ils ont complètement dominé l'équipe de Manchester qui a quand même réussi à égaliser. Donc, on attend beaucoup du match retour. Et puis, il y avait aussi Villarreal. Mardi, il y avait d'autres matchs. Villarreal-Juventus notamment, qui s'est fini sur le score surprise de 1 but partout. Et le premier but de Vlahovic pour la Juve en Champions League, quand même, à noter. Et du coup, Chelsea qui a battu Lille 2-0. Le mardi aussi. Et puis donc Benfica hier, aussi face à l'Ajax, il y a eu 2 partout. Score assez surprenant et un match assez plaisant quand même à voir avec 2 équipes qui jouaient l'attaque pour le coup. Donc assez sympa. D'habitude, il y a une des 2 équipes en général qui joue plus le score nul quand elle se sent pas en position de force. Et là, l'Ajax il est très très en forme en ce moment et pourtant le Benfica a bien rivalisé. Donc c'était un bon match. Ouais, c'est clair. Voilà pour les résultats de cette semaine. Et puis il y avait aussi notre club français engagé, le Paris Saint-Germain bien sûr. Qui accueille le Real Madrid. C'était face au Real Madrid, c'était le mardi 15 février face au Real. Donc victoire dans les arrêts de jeu, ce but de Kylian Mbappé, monsieur. Paris qui était très impliqué et c'est une victoire méritée pour Paris contre un Real Madrid qu'on attendait plus capable de causer de la difficulté aux Parisiens. Pour moi, le seul qui en a vraiment été capable, c'est Thibaut Courtois, le gardien belge. Pour le coup, lui, il a vraiment été très bon. Il a stoppé, je le rappelle, un penalty de Lionel Messi. Et puis, il a stoppé de nombreuses parades avant que Paris réussisse à trouver le chemin de défilé grâce à Mbappé. Donc, je pense que Paris peut dire merci à Kylian. Kylian, même si c'est vrai que c'est un succès logique et Paris aurait même dû, je pense, faire la différence avant. Ouais, le penalty de Messi, les occasions d'Mbappé. Les coups francs, et c'est vrai qu'on aurait pu se dire, bon, ça se finit bien pour Paris, mais si ça s'était fini à 0-0, il y aura comme une grande frustration à la fin. Ouais, ça a été poussif, ça a été poussif de nombreuses occasions. Donc, comme Tony l'a dit, ils ont buté sur un très grand Thibaut Courtois. Mais bon, il faut aussi dire que c'est aussi un manque de réalisme aussi d'une certaine part, parce que quand on a 3 attaquants comme ça, on peut pas seulement se contenter d'un 1-0. Après, on a vu aussi le Real Madrid qui a passé les 3 quarts du match à défendre, qui était très très reculé. Donc après, c'est sûr que ça empêche de casser des lignes quand on a un bloc qui est compact de cette manière. Mais Kylian Mbappé qui s'est mué comme le sauveur, mais je pense qu'on peut en attendre plus du Paris Saint-Germain si on veut les voir gagner la Ligue des Champions cette année. Le chemin va être encore long, c'est sûr. Après, c'est déjà une très belle victoire, mais c'est pas gagné quand même, parce que 1-0, elle est gagnée. Il va falloir assurer au moins un nul au Bernabéu. Après, on rappelle que pendant le match, la défense du Real s'est un peu agacée, on va dire. Il y a eu 2 cartons jaunes, notamment Casemiro et Ferland Mendy, qui avaient déjà été prévenus puisqu'ils avaient déjà un carton jaune et qui ne seront pas de la partie pour le match retour. Et à Paris, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui... Et Paris... Verratti ou Paredes, il a pris un jaune, mais il n'est pas suspendu pour le prochain. Marc Verratti n'est pas suspendu pour la Ligue des Champions. Paredes a pris un jaune, mais je ne me souviens plus. Il y a cette question d'ailleurs, j'aime beaucoup son surnom, Abricot Herché. Vous en pensez quoi de Mbappé qui va peut-être partir au Real? Parce que oui, c'est toute la question aussi autour de ce match. Le PSG qui peut éliminer le Real, bien entendu, mais pour Mbappé, ça pourrait être la croisée des chemins finalement à la fin de saison. Pour moi, le Real le veut. Et il y a des rumeurs qui courent comme quoi donc le PSG essaie toujours de prolonger, mais que le Real Madrid a dit que si jamais il prolongeait avec le PSG, c'est la dernière fois que le Real le tentait et qu'ils ne le rencontreront plus, et soit maintenant, soit jamais. Mais pour moi, c'est pas vrai, c'est du bluff. Ouais. Je pense que il joue là-dessus. Mbappé, c'est un joueur extraordinaire, tout le monde le veut, donc forcément que le Real le voudra encore dans 2-3 ans. Pour moi, il devrait rester à Paris encore pour continuer l'histoire qu'il a commencé avec le PSG, le club de son cœur, et puis il est encore dans son pays, donc qu'il ramène au moins la Ligue des Champions. C'est ce qu'on attend de lui. Et après, quand il aura fait ça, ou alors qu'il dépasse le record des buteurs, il n'en est pas loin non plus, et il en est capable, je pense.
qui prolonge de 3 ans encore et après il pourrait peut-être s'en aller au Real, on verra. Il faut parler de l'offre monumentale aussi du PSG que le PSG a fait à Mbappé. Qui a refusé. C'est plus d'1 million par semaine. 1,4 ou 1,2 il me semble. Ouais, c'est mirobolant. C'est mirobolant, carrément. Donc comment refuser? C'est ça le truc. Comment refuser, mais en même temps, c'est qu'il pourrait toucher quasiment la même chose au Real Madrid. Non, oui, mais Moins, en tout cas. Moins, mais c'est le défi sportif sans doute qui l'attend quand même. Après, moi je suis quand même d'avis que Mbappé, on se posait des questions sur est-ce qu'il allait pas finir dans l'ombre de Lionel Messi quand il est arrivé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il souhaitait partir à ce moment-là. On peut dire que déjà, pour le coup, c'est pas le cas. Il n'est pas dans l'ombre de Lionel Messi. Bien au contraire. Il a pris le leadership. C'est lui clairement. Et est-ce que le projet sportif en ce moment au Real Madrid est vraiment meilleur que celui du Paris Saint-Germain? Je suis pas sûr. Alors s'il touche un meilleur salaire au Paris Saint-Germain et qu'en plus l'équipe est plus compétitive, il n'a pas vraiment de raison d'aller à Madrid, même si, encore une fois, c'est le meilleur club du monde avec 13 Ligues des Champions. Pour le moment, il n'a pas vraiment de raison d'aller au Real Madrid. Sauf s'il veut marquer l'histoire avec ce club-là qui est quand même mythique, mais il peut très bien aussi le faire avec le PSG. Et même, vous allez me critiquer de chauvin, mais je suis désolé, en ce moment le championnat espagnol au niveau européen, ça faiblit, et contrairement au championnat français qui augmente un petit peu. Enfin, certes c'est mieux pour l'histoire, pour tout, mais au niveau sportif, comme tu dis Alexis, c'était pas le meilleur moment. Ouais, je suis d'accord. Mais après, Kylian Mbappé peut aussi avoir les épaules pour changer ce club du Paris Saint-Germain. Il a critiqué aussi, il a fait part de son ras-le-bol à propos aussi des avantages et privilèges que les Sud-Américains avaient au Paris Saint-Germain. Et ça peut lui donner aussi des envies de départ, parce que Kylian Mbappé a l'âme des grands champions. Il sait les efforts que ça demande de gagner des titres, et c'est pas en donnant des privilèges à tel ou tel joueur qu'on va créer une cohésion de groupe, qu'on va créer une dynamique de victoire, et ça, il serait temps que le PSG le comprenne aussi et se suive Kylian Mbappé à ce propos-là. Voilà pour le Paris Saint-Germain, donc match retour très bientôt, dans 2 semaines, un petit peu moins, au Santiago Bernabéu. Un PSG qui a déçu ce week-end sur le terrain de Nantes, qui est retombé un petit peu, non pas dans ses travers, mais qui en tout cas s'est fait surprendre par Nantes à la Beaujoire, défaite 3-1. En alignant Neymar, Messi, Mbappé en pointe, le retour de Neymar en tant que titulaire. Premier match pour l'anecdote. Premier match de Neymar à la Beaujoire depuis l'arrivée au PSG. Avec tellement il a eu de blessures, il n'a jamais pu jouer à la Beaujoire. Donc il a joué sur le terrain des Canaries et malheureusement 3-0 à la mi-temps pour les Nantais. Ce n'était plus arrivé au Paris Saint-Germain depuis 12 ans. Et donc c'est la première fois de l'ère Qatari où le PSG se fait mener 3-0 à la mi-temps. Voilà une petite anecdote assez dramatique pour Paris. Voilà, et puis on a vu quelques débats sur l'arbitrage, messieurs. Qu'en avez-vous pensé? Moi je pense, c'est mon avis, hein. On a vu beaucoup Verratti qui a râlé sur l'arbitrage, bon, c'est à son habitude, hein. Leonardo aussi qui a beaucoup râlé sur l'arbitrage, mais après je pense que c'est un peu une excuse pour Paris, c'est un peu enlevé du mérite à Nantes qui a fait un très gros match. Alban Lafont, et très bon gardien. Alban Lafont aussi, ouais, mais pour moi c'est très dommage de seulement critiquer l'arbitrage alors que Paris s'est fait dominer complètement, enfin pas complètement parce qu'ils ont eu des occasions, mais ils se sont fait mener, ils sont passés au travers de ce match-là. Et après on peut parler d'un match de transition aussi pour Paris, parce qu'après la Ligue des Champions il fallait se reposer, même s'ils ont quand même mis une grosse équipe sur le terrain. Mais bon, c'est quand même difficile pour Paris. Moi je pense que c'est un petit peu dommage de parler de l'arbitrage, parce qu'en général quand le score est 3-0 à la mi-temps, c'est que pour le coup l'équipe en face a bien joué, c'est pas que l'arbitre qui a influencé le match. C'est ce que j'allais dire là. Quand il y a un 0, on peut se poser la question sur certains matchs, mais quand la différence est faite aussitôt, je pense pas que l'arbitrage ait pu autant influencer le match. C'est ce que j'allais dire. En fait, vas-y. Non, on parle de la défaite de Paris, mais on parle pas de la victoire de Nantes. Hein. Peut-être qu'on il fait du sacré boulot très, quand même. Très belle. Un très boulot. Et Nantes, 7ème. Nantes 7ème, et ils sont à 2 points d'égaler leur nombre de points finalement l'année dernière, où Nantes avait dû disputer un barrage pour se maintenir face à Toulouse. C'est vrai que Nantes, très très belle surprise, on peut le dire. En plus, ils ont une belle équipe, hein, franchement. C'est une belle équipe. Menée par Ludovic Blas notamment, j'aime bien. Randal Colomboigny devant. Alban Lafont au goal, qui a prouvé qu'il était un des meilleurs gardiens du championnat, je pense. Et pour moi, qu'en pensez-vous? Petit débat comme ça, petite question, entre parenthèses, j'en profite. Mais que pensez-vous pour le prochain appel en mars des Bleus avec Deschamps? Est-ce que vous pensez qu'il mérite sa place de numéro 3 derrière Alban Lafont? C'est moi, ça me je pose la question. Répondre rapidement, pourquoi pas. Après, on verra d'ici là. Je verrais bien.
Ouais, ça peut se tenter, histoire de voir pour l'avenir aussi, parce que déjà rentrer dans le club, le faire découvrir un peu de Clairefontaine aussi, ce serait déjà une bonne idée pour le futur. Pourquoi pas. Moi, j'allais dire pourquoi pas Méli, le gardien de Leeds, mais bon. Après ce qui s'est pris hier, c'est pas même championnat. On y reviendra justement. Juste avant. Oui, Tony. Revenons vite fait sur Verratti peut-être et de l'arbitrage. On rappelle les propos de Marco Verratti après Nantes PSG. Comment c'est possible qu'on prenne 10 cartons jaunes? L'arbitre, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire, on ne peut pas parler du tout avec l'arbitre, on se fait chier dessus par les arbitres. Voilà, donc Marco Verratti tout craché. Ça le mérite d'être dit, Verratti du coup qui sera convoqué par la FFF le 2 mars prochain pour ses propos après le match et il risque entre 3 et 5 matchs de suspension. Lui qui est déjà suspendu pour ce samedi contre Saint-Etienne pour accumulation de cartons. À savoir que la FFF et Amazon, diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats, seraient motivés par l'idée de la sonorisation des arbitres. Et comme c'est le cas au rugby notamment, donc les arbitres sont équipés d'un micro, on entend les dialogues avec les joueurs, ça évite les confusions par exemple. Et une demande a été soumise à l'IFAB, instance des règles du football. Donc qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de sonoriser les arbitres? Oui, c'est pourquoi pas. On le voit dans plusieurs sports, on le voit au rugby notamment. Moi je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet d'enlever beaucoup de débats déjà. En rugby, on n'entend pas forcément parler des arbitres tant que ça. On en entend évidemment parler comme dans tout sport parce que l'arbitrage est toujours un sujet de controverse. Mais pour le football, ça peut être une bonne chose. Et puis comme ça, on pourrait aussi entendre les propos de Verratti à l'arbitre. C'est ça. Plus de transparence aussi et peut-être aussi plus de... Moi je pense que la question c'est même pourquoi ça n'est pas arrivé plus tôt. Il y a bien eu la VAR mais il n'y a pas eu la sonorisation encore. Plus de transparence et je pense que pour régler certains problèmes, ça serait sans doute mieux. Je suis d'accord. À voir. Voilà pour l'arbitrage donc selon le PSG. Maintenant on va passer aussi, avant d'évoquer les enjeux de cette journée de Ligue 1, justement la 26e, très rapidement les matchs aussi, il y aura la Ligue Europa ce soir. Ouais, ce soir il y aura l'Europa League, du coup ça commence à 19h, il y aura notamment Real Sociedad et RB Leipzig, donc un bon match. Lazio Porto aussi. Les Glasgow Rangers vont de nouveau jouer contre le Borussia Dortmund, qu'ils ont surpris 4-2, alors que le Borussia Dortmund était plutôt bon en Bundesliga. Ils ont d'ailleurs réussi à se relever et à gagner 6-0 sur le choc contre Mönchengladbach. Et enfin, le choc que tout le monde attend, je pense, Naples contre le FC Barcelone, qui ont fait match nul au match aller. Donc le match retour est ouvert, si on peut le dire. Ouais, et puis il y aura aussi Marseille engagé en Conférence League, tout à fait, contre Karabakh. Ils ont gagné 3-1 à l'aller, donc on verra s'ils arrivent à se qualifier ce soir. Normalement, c'est bien parti. On espère pour le représentant Marseille qui pourrait rejoindre Rennes en 8e de finale, donc si tout se passe bien. Il y aura donc de la Ligue 1, comme on a dit, les enjeux peut-être des principaux matchs de cette 26e journée qui débutera demain. Cette journée en Ligue 1 sera plutôt marquée par l'absence de gros chocs, même si on a quand même un Strasbourg-Nice entre le 3e et le 4e qui est un match assez intéressant. Rennes qui joue contre Montpellier aussi vendredi en ouverture, Rennes qui est 5e, donc quand même un bon match contre Montpellier qui est actuellement 9e. Et on clôturera sur un Lyon-LOSC qui avait fait 0-0 match aller, donc on verra ce que ça donne. A noter aussi le match pour le maintien du coup entre Clermont et Bordeaux qui sont tous les deux des équipes un peu en difficulté en ce moment, donc on va voir laquelle des deux prend le dessus. Clermont-Bordeaux, intéressant aussi ce Clermont-Bordeaux. Et à l'étranger, pas de choc en perspective. À l'étranger, ce week-end ça va être assez calme. Alors hier on avait 2 matchs de Première Ligue entre du coup Liverpool et Leeds. Liverpool qui a écrasé Leeds 6-0 et Watford qui s'est fait écraser par Crystal Palace 4-1, donc beaucoup de buts hier. Ce soir on a Arsenal-Wolverhampton plutôt intéressant quand même, mais sinon dans l'ensemble ce week-end ça va être assez calme. On aura notamment un match plutôt pas trop mauvais entre la Lazio de Rome et le Napoli dimanche. Et le derby sévillan entre le FC Séville et le Betis qui sont respectivement 2e et 3e de Liga à la surprise générale, puisque l'Atlético et le Barça sont plus bas qu'espérés. Donc voilà les matchs un petit peu à suivre du week-end. Un choc peut-être, un match important pour deux bleus internationaux qui ont plus leur place depuis quelques temps, qui sont pas trop appelés. C'est Nabil Fekir et Martial. Donc Martial qui essaie de revenir pour la Coupe du Monde, il l'a dit, c'est son objectif en signant à Séville, et Fekir qui est auteur d'une très bonne saison pour l'instant. Donc ça peut être un beau match à suivre aussi. Ouais, des enjeux quand même, et puis donc des joueurs qu'on suivra tout au long de ce week-end. Voilà pour le foot, je pense qu'on a tout résumé.
On va passer maintenant à un tout autre sujet. Et avant de passer à ce sujet, n'hésitez pas à ceux qui nous écoutent de nous poser des questions, de réagir sur le chat et de partager cette émission. Et voilà, vous invitez vos collègues, vous invitez vos amis, vos proches, vous faites le tour de vos réseaux et on sera très heureux la famille. De vous accueillir sur Team Sport. Les Jeux Olympiques se sont terminés, c'était dimanche 20 février, cette quinzaine qui est passée vite à Pékin. Ouais. Et justement, on va faire le bilan de la quinzaine et notamment des performances des Français avec Victor. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de ces JO ? Je vais vous faire un petit peu les tops et les flops avec les tops, donc les médailles. On va d'abord commencer avec le biathlon, avec cette première médaille en argent avec le relais mixte. Donc je rappelle, dans le relais mixte, il y avait Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin, Julia Simon et Anaïs Chevalier. Anaïs Chevalier qu'on a d'ailleurs retrouvé après avec une deuxième médaille d'argent dans un individuel. Quentin Fillon-Maillet, top, voire très top, c'est le meilleur français sur ces JO. Il a fait donc l'or sur l'individuel, l'or sur la poursuite, l'argent sur le sprint, l'argent sur le relais. L'argent sur le relais. Oui, c'est ça. Relais mix, pardon, excusez-moi. Et donc, par contre, une petite déception sur la Mastart pour Quentin Fillon-Maillet, contrairement à sa compatriote Justine Bréazaz qui a fini en or. Ça, c'était pour le biathlon. En descente, on avait donc Johan Carré qui a fait une médaille d'or. En ski alpin géant, Mathieu Fèvre, médaille de bronze pour le Niçois. En slalom, surprise, mais pas vraiment surprise, Clément Noël qui remporte l'or. En ski freestyle, Tesla 2 en argent. Snowboard cross, Chloé Tréperche en argent aussi. Ski de fond, on a eu une belle surprise avec nos Français qui sont en bronze sur le relais. En patinage artistique, enfin, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont fini en ordre. C'était le seul palmarès qui leur manquait, le seul succès. Et ils ont fait aussi le record du monde avec de nombre de points. Donc ça, c'était pour les tops. En flop, pour les Français, on a Alexis Pinturo qui a chuté sur le combiné. Et on peut aussi se poser une question, 31 ans, est-ce que c'était ses derniers JO ? Parce que là, ça commence à faire un petit peu vieux pour recommencer dans 4 ans. Ouais, on verra bien. Écoutez, ensuite, Tessa Worley, qui elle aussi a déçu avec une sortie de piste sur le géant et a fini 19ème du Super G. Et là, en plus, c'était ses derniers jeux. Et Tessa Worley, c'était ses derniers jeux, effectivement. Par contre, elle, on ne sait pas encore, Perrine Lafont, qui a fini 4ème du ski de boss, tout comme son compatriote Benjamin Caffé, qui a aussi fini 4ème en ski de boss homme. Voilà pour les JO. Réaction peut-être sur cette équipe de France, donc 14 médailles, qui finit donc 10ème de ce classement. Je pense qu'on peut être fier d'eux, surtout sur le biathlon. On montrait une belle image en soi, surtout Quentin Fillon-Maillet et Justine Brézaz. Ouais, qui a fini en or sur la Mastart. Surprise quand même, ça. Ouais, une grosse surprise. On s'attendait pas. J'ai impressionné sur Tanguy. Surtout Tanguy. Larmes aux yeux. Franchement, c'était un exploit monumental. Il pleure encore. Justine Brézaz, elle a fait une course incroyable. On sait qu'elle galère à chaque fois. On la voit sur l'équipe, à la fin des courses, elle est complètement déçue de son tir. Elle est toujours en train de se bagarrer avec son tir, elle a toujours essayé de le travailler. Ouais, on sait qu'il y a des... Sur les skis, c'est une des meilleures du monde, si ce n'est la meilleure du monde en biathlon. Après, il y a les Norvégiennes qui sont très, très, très fortes en ski. Mais ouais, Justine Brézaz, là, franchement, même quand on la voyait sur le podium pendant la Marseillaise, les larmes aux yeux, c'était une délivrance monumentale. Même elle s'y attendait pas, je pense. Elle s'y attendait pas, mais c'est ça qui rend le truc encore plus beau parce qu'elle repart de là avec le sourire, une belle breloque et prête à repartir de l'avant avec de la confiance du coup. Ouais, c'était magnifique, c'était magnifique aux yeux et à la barbe. Donc cette victoire sur la Mastart de Thierry Lecoff et de Marc Jolsbourg-Roiseland, c'est quand même c'est impressionnant ce succès français. Et donc ça, le biathlon, comme tu l'as dit, 7 médailles sur 14. Et Quentin Fillon-Maillet, on l'attendait, il a répondu bien présent, franchement, rien à dire. 5 médailles, dont donc 2 en or et 3 en argent. Et du coup, qui a eu l'honneur de porter le drapeau français lors de la cérémonie de clôture. Et on peut aussi noter, ça c'est pour les étrangers, donc Johannes Beu qui finit avec 5 médailles aussi, 4 en or, 1 en bronze. Et Royseland, pareil, 5 médailles, 3 en or et 2 en bronze. Les Norvégiens qui sont vraiment partout. Et Johannes Beu, je me souviens, on parlait il y a quelques semaines, qui était un peu décevant sur cette Coupe du Monde de biathlon et qui là, sur les JO, il a répondu présent. On pouvait le sentir venir. On avait vu qu'il avait fait un podium juste avant d'aller aux JO. Tu l'avais dit, tu avais bien. Et il y avait comment c'était. Tous les Norvégiens, l'équipe norvégienne avait raté, enfin pas toute l'équipe, mais beaucoup de Norvégiens qui avaient raté
une manche de Coupe du Monde pour justement préparer ces Jeux Olympiques, et Johannes Beu, ça lui a bien servi, et il est venu chercher une médaille. Mais ouais, on pouvait s'y attendre parce que Johannes Beu, c'est un très grand champion et il pouvait pas faire une saison blanche comme ça sans rien avoir derrière. Donc il a été très présent, et il a d'ailleurs aussi salué avec beaucoup de respect la performance de Quentin Fillon. Le fair play, franchement, c'est un amour cet athlète. Exceptionnel, non, c'est vrai. Et c'est vrai que cette belle victoire aussi, cette dernière victoire sur la Mastart pour la dernière course, c'était magnifique. Après, j'aimerais revenir aussi rapidement sur le bilan français. C'est que sans le biathlon, le bilan français, il est très 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 moyen. On a eu beaucoup de déceptions. T'allais dire tout de même, excusez-moi, une médaille du record, hein, quand même. Ouais. Médaille du record, mais c'est vrai qu'en termes de... Parce que je rappelle, hein, c'est en termes de médailles d'or qu'on fait le classement, donc 5 pour la France, 14 au total, mais 14 au total, si on prend les dernières éditions à Sochi et à Pyeongchang, c'était 15. Donc c'est quand même en dessous. C'est en dessous, mais enfin, je veux dire, sans le biathlon, il y a eu beaucoup de déceptions. Martin Fourcade, il avait dit d'ailleurs un truc très intéressant, c'est que cette année, l'équipe de France, elle nous a aussi émus, entre guillemets, avec les déceptions qu'il y a eu. On peut parler de Perrine Lafont, par exemple, elle avec sa 4e place, alors qu'elle domine complètement tous les débats sur le ski de boss depuis des années. Ouais. Et là, c'était très compliqué. Ben Cavé aussi, qui est pas passé très loin du podium, avec une décision des juges un petit peu enfin, assez difficilement justifiable. Mais en tout cas, les Français, ils nous ont... Ça a été compliqué, mais en tout cas, ils vont ressortir, je pense, plus grands de ces défaites-là, parce que c'est des défaites qui font mal, qui sont très difficiles. Mais je pense qu'à mon avis, on a de l'avenir quand même avec ces athlètes-là, qui sont quand même très jeunes pour la plupart d'entre eux. Donc voilà, à voir pour l'avenir. Et aussi, notez aussi la très bonne performance en patinage artistique. Hein. Il ne leur manquait plus que ça à ce couple, et donc ils remportent l'or et le record du monde. C'était beau, très beau, et moi je suis content pour eux parce que... Ils ont tout gagné maintenant. Ça avait été un peu déchirant en 2018 hein, pour cette erreur au niveau, je crois, de l'Europe qui avait craqué je sais plus, de Gabriela, et qui avait été privée de médaille d'or, médaille d'argent. Peut-être Alexis revenir sur l'ensemble de ces JO, qu'est-ce que toi t'en retiens finalement? Comme l'a dit Tanguy, je pense que c'est quand même assez mitigé, malgré le fait qu'on finisse à 14 médailles, ce qui n'est pas une contre-performance en soi. Quentin Fillon-Maillet, on a quand même ramené 5. S'il n'était pas là, on peut se poser la question, est-ce qu'on aurait dit la même chose? Est-ce qu'on aurait dit que c'était finalement plutôt un bon bilan? Moi, je pense que heureusement qu'il est là pour relever justement notre bilan, parce que sinon, ça aurait été une grosse déception, ces JO pour nos Français. Donc je pense qu'on peut quand même mettre ce bémol-là, de dire que sans Quentin Fillon-Maillet, on a 5 médailles de moins, et c'est énorme. Donc je pense qu'il y a finalement plus de déception que de vraies réalisations où on se dit ça c'est une performance qu'on n'attendait pas. Donc c'est assez mitigé de mon côté. Un tiers des médailles remportées par Quentin Fillon-Maillet, c'est exceptionnel. Et puis alors il y a quand même des belles performances quand même. Je pense à Yoann Claret sur la descente en ski alpin, 41 ans. 41 ans et 29 jours, qui est donc fini 2e sur la descente. Victor, c'est vrai que c'était une performance assez, je dirais, pour son âge, exceptionnelle, sachant qu'il n'avait pas fait de podium jusqu'à présent. Ouais, exactement. Et aussi, moi j'aurais bien noté Clément Noël, qui a un peu réparé les erreurs de Alexis Pinturo. Petit problème. Clément Noël, donc, qui a été le premier skieur français champion olympique en ski alpin depuis 2006, et le sacre d'Antoine Denarias en descente. Ça faisait 16 ans que le ski alpin n'avait pas finalement remporté des breloques en or, même de podium, il me semble. Il faudrait revoir ça. J'ai pas les chiffres, mais ouais, Clément Noël, beau succès. Hein. Beau succès, bon, on l'attendait, mais au point de gagner une médaille d'or, quand même pas. Non, franchement, c'était beau, il était très ému lui aussi, et très jeune, à 24 ans. Donc, tout est encore... l'avenir est beau pour Clément Noël. Clément Noël qui est jeune, et puis c'est vrai que ça avait été... on le sait, pour le Vosgien, sa famille avait été émue. Et ouais, belle performance pour Clément Noël. Donc la France, comme vous le disiez, termine 10e des médailles, 14 au total, 5 en or. La Norvège a tout raflé, 16 médailles d'or. Bon, on les attendait, les Norvégiens, finalement, c'est pas si étonnant que ça. L'Allemagne 2e, 12 médailles, la Chine finit 3e à domicile avec 9 médailles. Attendez, juste pour nos internautes, Anthony est revenu parce qu'il avait une envie pressante. On a un problème avec le gardien, donc je vais la régler ça. Voilà.
on fait l'impasse de tout ça. C'est quand même très très bien organisé, voilà. Pour donc les aléas du direct. C'est des aléas du direct, exactement. Des jeux donc qui se terminent. Dans 4 ans, ça sera Milan. Ouais. Dans 4 ans, ça sera Milan et voilà, il n'y aura pas toutes ces problématiques aussi, ces polémiques, des JO pas très verts pour Pékin, la neige 100% artificielle, il n'y aura rien de tout ça à Milan en 4 ans, donc il n'y aura pas d'excuses, je vais te dire. Ouais. Voilà pour donc les Jeux Olympiques de Pékin qui se sont terminés dimanche. On va passer tout de suite au 3e sujet du jour avec le tournoi de destination qui va reprendre après 2 semaines d'absence, donc avec l'équipe de France qui jouera à Murrayfield en Écosse. Ce sera samedi. Murrayfield. Avec l'accent. Murrayfield, tu vois, voilà, Attention. avec l'accent, exactement. Allez. Ouais, c'est samedi à 15h15 plus précisément, France-Écosse. C'est un peu un match piège, hein, Murrayfield donc pour les Bleus, qui s'était incliné, on le rappelle, il y a 2 ans, ouais c'est ça. Il va falloir faire preuve de discipline face à une équipe d'Écosse qui est en forme, parce que mais malgré sa défaite face au Pays de Galles, c'était il y a 2 semaines, une semaine, je sais plus. 2 semaines, ouais. Ouais, c'était en début des vacances. Donc ouais, match piège pour les Bleus. C'est une équipe d'Écosse qui, depuis quelques années maintenant, commence à revenir en force. Donc on l'a vu avec sa victoire contre l'Angleterre en match d'ouverture. Mais l'équipe de France, moi je lui fais confiance, je leur fais confiance, ils ont une belle équipe, d'ailleurs la compo est sortie aujourd'hui, donc pour la compo c'est les mêmes quasiment, on peut noter le retour de Danty qui fait passer d'ailleurs Moefana sur l'aile, Moefana qui avait fait un très bon match face à l'Irlande. Je sais pas Antoine si tu veux qu'on fasse un petit résumé sur... C'est vrai que France-Irlande, on n'a pas parlé mais... on n'était pas là, on était en vacances, mais c'est vrai que très très beau succès des Français quand même. Ils ont été très très impressionnants, très beau match parce que les Irlandais ils ont été très bons aussi. Mais voilà, l'équipe de France a été très solide en défense malgré 3 essais. 3 essais, trois 3 essais. essais chacun pour la France et l'Irlande. Ouais, il n'y a pas eu 2 essais pour la France, je sais pas. Non, il y a eu 3 essais. 3 essais. Si tu le dis, je te fais confiance. Fais-moi confiance. Il y a même un 4e qui a été annulé. Voilà. Pourtant, t'as suivi le match, hein, France-Irlande. Ouais, j'ai suivi le match, mais c'était il y a 2 semaines. Ça remonte, les voilà. pensées s'égarent, c'est ça. Non, mais oui, voilà, contre l'Irlande, on a été assez propre, on a fait preuve de bonne discipline, contrairement à l'Irlande, que je sais plus combien ils ont fait de pénalité, combien on a eu de pénalité, mais ils ont été de nombreuses fois pénalisés. Voilà, le Grand Chelem est encore jouable, donc moi j'ai espoir. Donc samedi, rendez-vous à 15h15. Rendez-vous à 15h15. Et donc la France pour revenir face à l'Irlande, c'était 8h30-24, en plus avec le bonus offensif. Défensif. Défensif. Exactement. La France qui compte donc 9 points au classement, seul en tête. Angleterre 6 points, Irlande 6 points. Et donc l'adversaire de la France, ce sera l'Écosse, 5 points pour les Écossais actuellement 4e. Il y aura aussi les autres affiches, il y aura aussi un Angleterre-Pays de Galles et un Irlande-Italie. Ça sera dimanche, Irlande-Italie, mais ce sera des beaux matchs. Hein. Oui, bah, l'Irlande, je le vois favorite, encore une fois. Face à l'Italie, logiquement, il devrait s'imposer. L'Italie, encore une fois, inexistante. Hein. J'ai regardé le match contre l'Angleterre. 3-0, ça fait mal. Ils ont été vraiment... Même l'Angleterre n'a pas été très forte non plus. Elle a gagné parce que voilà, c'est très faible en face, mais... En Italie, il faut normalement falloir penser. J'avais vu quelque chose qui disait pourquoi pas faire descendre les derniers. Parce que là, franchement, l'Italie, on la bat chaque année, toujours en cuillère de bois. Ouais. À un moment donné, il va falloir changer d'adversaire parce que... Bon, même si c'est historique. Voilà, mais... Pourquoi pas l'Afrique du Sud du coup? Bah, si on veut rester en Europe. Ouais. Moi justement, par rapport à ça, je trouve ça un petit peu... Pas choquant, mais c'est vrai que l'Italie a des résultats... depuis des années, tu l'avais dit, tu l'avais rappelé dans la dernière émission, ils ont pu imposer en tournoi de destination depuis 2015. Ouais. Donc on voit bien que l'Italie, finalement, c'est comme si ce tournoi de destination était un tournoi des 5 nations, puisqu'on sait que l'Italie va finir 6ème. Maintenant, c'est vrai que. Est-ce que vraiment, si on veut rester en Europe, comme tu le dis. Mais si on veut rester en Europe, même après l'Italie, il y a pas l'équipe non du plus. Portugal, je sais pas si ça existe. Si, elle est pas très mauvaise. Mais si, c'est vrai en plus. Hein. Et voilà, même si, admettons, l'équipe du Portugal est montée J'aimerais bien. en tournoi de destination, ce serait quand même à un niveau inférieur, par exemple, face à l'Écosse, le Pays de Galles ou la France. Et puis c'est vrai que si on met l'Afrique du Sud, c'est les portes ouvertes pour aussi mettre pourquoi pas la Nouvelle-Zélande, pourquoi pas. Mais de toute façon, il y a le tournoi de l'hémisphère sud aussi, hein, Exactement. avec donc, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine peut-être, je sais plus. Donc voilà.
Voilà, ça sera tout en destination sur donc ce week-end. C'est difficile pour l'Italie parce qu'avant, encore il y a quelques années, on avait l'Écosse aussi qui portait un peu le chapeau de. Même la France. La France aussi, ouais, en plus, qui était dans le dur. Écosse, France et Italie. Et puis là, au final, c'est en train de revenir au haut niveau. L'Écosse, ils sont une très belle équipe et ils font peur à beaucoup d'équipes en Europe aussi, enfin dans le tournoi destination. Donc, ouais, c'est dur pour l'Italie. On va voir, faudra peut-être changer, je pense aussi. Ouais. 15 du Chardon, surtout que la France ne s'est plus imposée en Écosse depuis. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais bien longtemps. Il me semble que c'est pas loin de 10 ans. T'as pas à l'oreillette quelque chose comme ça? Je vais rechercher les infos juste après. Le temps que tu nous donnes justement les résultats top 14, c'était le week-end dernier. Et moi je recherche mon info. Il n'y a pas de souci, monsieur. Donc Toulouse qui a joué, qui n'y arrive toujours pas contre Pau, qu'ils ont perdu 27-22 et enchaîne donc avec une 5e défaite, toute compétition confondue. C'est énorme pour un club de cette ampleur. Toulon maintient sa bonne forme et gagne 29-18 contre Perpignan, 2e victoire d'affilée dans le top 14 pour Toulon. Le Stade français a totalement dominé Biarritz 65-19. Montpellier ne fait pas mieux qu'un nul, 16 partout à Brive, mais reste dauphin de Bordeaux-Bègles qui lui s'est incliné 13-16 dans le choc face au Racing 92. Autre très belle affiche, Castres s'est imposé 19-17 contre Lyon. Et enfin, La Rochelle retrouve le goût de la victoire contre Clermont avec une victoire 31-27. C'est étonnant cette défaite de Bordeaux-Bègles. Oui, mais après, Racing 92, ils étaient en bonne forme. Ils sont en train de revenir dans ce championnat, 5e ou 6e, je sais plus, alors qu'ils étaient presque 10e il y a quelques semaines encore. Ils sont en train de remonter, donc c'est intéressant. Et puis Toulouse, cette défaite, alors qu'ils étaient en supériorité numérique, 15-13, ça section paloise, Toulouse s'écroule totalement. Pau avait pris 2 cartons rouges. Ouais. Et ils sont revenus. C'est très bien joué de la part de Pau, et Toulouse, c'est très inquiétant. Et après, d'ailleurs, il n'y a pas les stars. Il y aura un Toulouse-Bordeaux ce week-end. Ouais. On aurait pu penser en début de saison que ce serait un choc. Finalement, ça reste un choc, évidemment. Ça reste un choc, mais avec des Toulousains qui sont donc. Deux équipes qui ont connu la défaite, ils vont sûrement se remettre tous les deux en question. Ça peut être intéressant. Bordeaux-Bègles, donc premier, 56 points. Et Toulouse, 6e, 44 points. Je reviens à l'info pour l'équipe de France en Écosse. C'est depuis 2014 que la France s'est bien posée en terre écossaise. Ok, donc, merci monsieur. Ça fait 8 ans. C'est pas mal. Des précisions, des informations, voilà. Voilà pour le rugby, je pense qu'on a tout dit, messieurs. Ouais. Le dernier sujet aujourd'hui qu'on va aborder, c'est la fameuse rubrique sport auto. Et je sais que ça fait très très longtemps. Il a envie d'en découdre Tanguy, c'est la Formule 1, les premiers essais de la saison qui se déroulent en ce moment même depuis hier à Barcelone, sur le circuit de Barcelone-Catalunya. Finalement, qu'est-ce qui dégage? Est-ce qu'il y a déjà une hiérarchie qui se dégage, Tanguy, à l'issue de ces premiers résultats? Une hiérarchie qui se dégage très légèrement parce que c'est compliqué encore de trouver des réelles différences entre les écuries. Donc on a vu les livrets qui sont sortis depuis début février. Pour ceux qui suivent la Formule 1, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire sur le chat ce que vous pensez des voitures. Mais on sait que les essais hivernaux en général c'est toujours pour essayer la voiture, pour voir la fiabilité des pièces moteurs, si les concepts aérodynamiques des différentes voitures marchent aussi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi que la Formule 1 a complètement changé son règlement technique, avec des voitures plus courtes, plus lourdes, avec un nouveau concept aérodynamique totalement refait. C'est assez bien d'ailleurs de voir ça, des nouvelles voitures avec des nouvelles lignes très intéressantes. Et du coup, sur cette première journée qui a eu lieu hier à Barcelone, on a vu Charles Leclerc qui a signé le meilleur temps. Donc c'est un temps de 1 minute 20 secondes et 165 centièmes en pneu médium. Et à titre de comparaison, pour vous illustrer un peu que les écuries ne sont pas à fond, l'année dernière, Lewis Hamilton avait signé la pole position à Barcelone en 1 minute 16 secondes et 741 centièmes, donc 4 secondes de moins. Donc il y a encore une petite marge. Après, on sait que les voitures en 2022 seront plus lentes que celles de l'année dernière. Mais voilà, ça donne une petite idée, ça donne une petite idée des temps, de l'amélioration possible, pardon. Lors de la séance de l'après-midi, de hier après-midi, Lando Norris de McLaren, du coup, a quant à lui signé le meilleur temps en pneu tendre cette fois-ci, donc un temps légèrement en dessous, du coup, inférieur à celui de Charles Leclerc, donc 1 minute 19 et 568 secondes, un temps qui est du coup explicable avec la différence de pneus. On sait que les pneus tendres sont plus rapides que les pneus médiums. Et donc toujours les Ferrari dans cette séance de l'après-midi aussi compétitive avec Charles Leclerc et Carlos Sainz qui ont suivi de près
Lando Norris. Et ce jeudi, du coup, McLaren qui continue à faire une très bonne impression. Daniel Ricciardo qui a signé le meilleur temps de la matinée avec un chrono, du coup j'aime bien parler des chronos, en 1 minute 20 secondes et 355 centièmes. Donc là avec des pneus médiums, c'est assez proche du chrono de Charles Leclerc. Et on peut toujours noter aussi la présence de Ferrari derrière Daniel Ricciardo et Pierre Gasly, notre Français d'AlphaTauri, 3e de cette séance d'essai. Je n'ai pas les résultats de la séance de cet après-midi qui s'est terminée au tout début de l'émission. Et bien je vais vous les donner justement. On finit avec Charles Leclerc justement qui a le meilleur chrono, 1 minute 19, 689 millième devant Pierre Gasly et Daniel Ricciardo chez McLaren justement, 1 minute 20 secondes, 288 millièmes. On peut voir du coup la tendance qui se dégage. Pour l'instant, on a Ferrari et McLaren qui se dégagent assez. C'est assez intéressant de voir ça parce que Ferrari et McLaren, c'était les deux écuries qui étaient probablement les écuries qui avaient le plus à gagner, à revenir du coup sur Mercedes et Red Bull. Et d'ailleurs, en parlant de Red Bull, c'est compliqué. Les résultats sont compliqués. Red Bull, Perez 7ème, qui devance d'ailleurs son coéquipier Max Verstappen. Il n'est même pas dans ma fiche là, les 16 premiers résultats. Il y en a qui roulent pas, il y en a qui roulent pas aussi. C'est ça. Hamilton justement chez Mercedes aussi, devancé, il finit seulement 16ème. Et 1 minute 22 secondes, 562 millièmes. C'est son coéquipier, le jeune loup si on peut l'appeler comme ça, George Russell, 4ème avec 1 minute 20 secondes, 537 millièmes. Mais oui, c'est vrai que ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour le moment. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour le moment, mais pour rappel, l'année dernière, c'était Red Bull qui avait gagné les essais hivernaux, qui avait fait les meilleurs temps des essais hivernaux devant AlphaTauri. Et donc Mercedes qui était un petit peu plus loin. Donc il y a toujours une tendance qui se dégage. Après, Mercedes est revenu au fur et à mesure de la saison. Mais ouais, ça donne déjà une belle idée de ce qui peut se passer cette saison. Et aussi à noter que Red Bull a déclenché le premier drapeau jaune de ses essais hivernaux avec Sergio Pérez qui a eu un problème de boîte de vitesse ce matin. Voilà. Et alors messieurs, Tony, Alexis, Victor, est-ce que vous avez un... C'est vrai qu'on est un peu dans le vide, on est encore dans le flou, mais est-ce que vous avez un favori en termes de constructeur ou de pilote qui pourrait se démarquer cette saison? Comme ça, a priori, apparemment, ça donne l'avantage, le changement de aérodynamique des voitures, notamment à Ferrari et McLaren. À voir ce que ça donne au fil de la saison. Maintenant, on pourrait dire aussi, pourquoi pas se poser la question, c'est l'année de confirmation pour Red Bull, surtout pour Verstappen, qui vient de décocher son premier titre la saison dernière. Mais cela dit, avec les nouveautés qui arrivent sur les voitures, les cartes sont rebattues et sont redistribuées. Et du coup, voilà, tout surjoue. Donc, moi, je dirais, pour l'instant, avantage à Ferrari qui montre de bons débuts et notamment Leclerc. Moi, je dirais McLaren aussi qui sont un peu étonnants. Je sais pas si c'est vraiment étonnant, mais moi, ils me font bonne impression. Peut-être Lando Norris, qui est un pilote jeune et qui avait perdu. Il avait fini 2e, je sais plus, l'année dernière. Ouais, 2e. J'ai l'impression que cette défaite un peu peut le forger. Et ouais, je sais pas. Alexis peut-être je pense que c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais c'est vrai que c'est tôt. Mais ouais, comme l'a dit Tanguy, les Ferrari qui sont très bien partis, donc on va voir si ça suit son cours, mais ouais, du coup, pour l'instant, Ferrari me semble bien parti. On verra ce que ça donne. Ouais. Je pense que c'est très très tôt pour le dire, mais on va voir. Oui, et puis de toute façon, Charles Leclerc, par rapport à Lando Norris, en comparaison, Charles Leclerc a déjà 2 victoires en Formule 1. Lando Norris, c'est des podiums, mais pas encore de victoires. Et ça peut-être compter aussi en début de saison, parce que Charles Leclerc a déjà l'expérience, il sait comment aller chercher une victoire, il l'a déjà fait par le passé. Et ouais, ça va être beau à voir. Bon, en tout cas, on a les 4 écuries qui se dégagent. De toute façon, Red Bull, c'est encore un peu difficile, mais Red Bull, Mercedes, McLaren et Ferrari, sans trop de surprise, je pense que le titre se jouera entre ces 4 équipes. Et je pense que Charles Leclerc peut jouer une grosse carte cette saison. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Parce que Charles Leclerc, monégasque, mais on sait qu'il a un petit peu le cœur français aussi. Ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il est très, très, très apprécié du paddock. Ouais, ce que je veux dire, c'est un des pilotes les plus appréciés. Moi, je l'aime bien, franchement. Il est très très apprécié en Italie d'ailleurs, parce qu'il parle très très bien italien. Il a appris l'italien à Monaco quand il était petit. Il parle très bien français. Donc c'est un peu le pilote qui incarne aussi la jeunesse et qui plaît un peu à tout le monde. C'est un peu le bon gamin de la Formule 1 pour parler à Tony, quoi. voilà. Charles Leclerc, on va suivre cette saison, et puis Carlos Sainz aussi, c'est vrai qu'il avait fait une belle première saison l'année dernière avec Ferrari. Voilà pour la Formule 1, donc on se retrouvera le week-end du 18 au 20 mars pour le premier Grand Prix de la saison
au Qatar. Et à noter d'ailleurs qu'il y aura Bahreïn. Bahreïn. Et il y aura une deuxième séance, deuxième période d'essai libre qui cette fois-ci sera diffusée. Celle de Barcelone en ce moment n'est pas diffusée. Il y aura une autre période d'essai hivernaux du coup à Bahreïn qui débutera le 10 mars prochain, donc à peu près une semaine et demie, une dizaine de jours avant le premier Grand Prix à Bahreïn. Donc il y a encore le temps de voir les Formule 1 évoluer, de voir les écuries donner de nouveaux concepts, de nouveaux ailerons, de nouvelles pièces apportées aux voitures. En tout cas, on a hâte d'y être. Voilà. Et on va vivre avec Tanguy. Je sens que dès le 20 mars, on va en parler. Ça faisait longtemps. Voilà pour la Formule 1. Donc, je pense qu'on a tout dit. Et pour rester dans le sport auto, il y aura aussi bientôt la reprise de la MotoGP. Ouais, la MotoGP qui a eu du coup ses essais hivernaux il y a déjà quelques semaines de ça en Malaisie. La saison qui va reprendre du coup le 6 mars prochain en MotoGP, toujours avec les deux Français, donc Fabio Quartararo et Johan Zarco, deux Français qui nous avaient beaucoup impressionnés. On se rappelle du titre de Fabio Quartararo l'an dernier qui nous avait fait vibrer avec ses larmes aussi. Fabio Quartararo toujours dans l'émotion. Et Johan Zarco du coup qui avait fini 5ème du championnat pilote, et Johan Zarco qui aura une très bonne moto cette année, une Pramac du coup motorisée par Ducati, le moteur Ducati qui est très très impressionnant, très très rapide en ligne droite en comparaison de Yamaha la moto du coup de Fabio Quartararo qui est plutôt faible en ligne droite avec un moteur bien moins puissant. C'est assez symptomatique de Yamaha depuis de nombreuses années maintenant, mais les Yamaha qui possèdent toujours par contre un avantage net dans les virages, et Fabio Quartararo c'est là où il a fait pas mal de fois la différence par rapport à son rival Francesco Bagnaia. Et on attend aussi une très grosse rivalité encore entre Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo cette année. Et Marc Marquez, qu'est-ce qu'il devient ? Marc Marquez, il roule avec Honda. Il avait eu un gros accident quand il faisait du motocross l'année dernière, qu'il avait touché donc, au cerveau. Il avait un trouble de la vision. Il n'a pas regagné depuis ? Non, ça c'est arrivé après sa victoire. Il avait subi un problème au bras. Et ça c'est arrivé après sa victoire, et il avait dû manquer, je crois, la fin de la saison. Donc Marc Marquez qui enchaîne les problèmes de santé, mais qui nous a montré auparavant qu'il était capable de revenir après des très grosses chutes. Donc attention à Marc Marquez aussi. Mais la Honda qui est un peu en cran dessous par rapport aux autres motos. Voilà pour les enjeux cette saison qui donc, j'ai confondu avec la F1, mais ce sera au Qatar, la reprise de la saison de MotoGP, le week-end des 4, 5 et 6 mars. On continue toujours cette rubrique Sport Auto, cette fois c'est l'actualité toute chaude, puisque c'est ce week-end. Qu'est-ce qui se passe ce week-end ? Ce sera l'Enduropal. Victor, tu vas nous en parler. Ça sera donc très, très intéressant à suivre. Tu peux nous expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. L'Enduropal, c'est le grand rendez-vous de motocross sur sable. Donc c'est ce week-end au Touquet. Il avait été donc décalé à cause du Covid. Cet hiver, il a été décalé donc, au mois de février, donc c'est ce week-end. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Enduropal, c'est d'abord la plus grande course sur sable au monde, et c'est la dernière course du calendrier de championnat de France sur sable. Et il y aura donc, comme d'habitude, plusieurs épreuves au programme, avec vendredi l'Enduro Vintage, ensuite samedi 3 épreuves avec l'Enduro Espoir, Junior et le Quaduro, donc c'est les quads cette fois-ci. Et enfin dimanche, le mythique Enduropal avec donc, vous savez, quelques professionnels, enfin même une trentaine de professionnels, mais aussi avec les amateurs, environ, je ne sais pas combien il y a d'inscrits, mais chaque année c'est environ 500-600 inscrits. Donc le grand favori c'est bien sûr Mikko Potisek, donc lui il roule sur Yamaha, il a gagné en 2018 et 2020, il est très en forme cette saison, donc gros avantage pour Mikko Potisek que l'on risque de voir dès la ligne de départ qui fait à peu près 1 km de long sur du sable. L'Enduropal qui sera en plus demain tu seras pour serai, finalement les préparations. On peut le dire comme ça. J'essaie d'être partout, mais c'est compliqué. Il est envoyé spécial, il est partout, évidemment, Victor. Et donc, tiens, pourquoi on dit pal, Enduropal ? Je sais pas du tout. C'est la Côte de Pal parce que cette course se dispute sur la Côte de Pal donc depuis 75. Ça aurait pu être une très bonne question pour le quiz. Ça aurait pu être une bonne question, mais j'en ai d'autres des questions. D'accord, voilà. Allez, avant de passer justement aux infos sport en vrac et au quiz, juste après, petite info endurance. Cette fois, ça concerne le WC et plus particulièrement les 24 heures du Mans, puisque ça y est, on connaît la date, le planning de la semaine du Mans. Les 62 autos seront dévoilées lundi. On connaîtra donc la liste officielle des participants au Mans.
Les vainqueurs du mois qui retrouvent donc leur date habituelle les 11 et 12 juin prochains. On commencera par les vérifications administratives les vendredis 3 et samedi 4 juin. Les animations toute la semaine, avec notamment les premiers essais libres le mercredi 8 juin et l'Hyperpole le jeudi 9 juin. Et enfin le départ de cette 90e édition le samedi 11 juin à 16h, arrivé le lendemain forcément à la même heure. Et donc on y a hâte d'y être aussi, c'est le 4 du Mans. Course qu'on suivra attentivement. Voilà pour la rubrique Sport Auto. Merci pour ces infos, Antoine. Merci pour on a été complet. Maintenant, ce qu'on n'a pas pu vous dire en essentiel, et pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, c'est les infos sport en vrac. C'est quoi les infos sport en vrac? C'est des petites infos qui se sont déroulées cette semaine, il y a quelques jours. Et aujourd'hui, on aura Victor justement du cyclisme. Encore. Avec la fin du Tour de l'Algarve. Ouais, tu voulais commencer par ça, pas de souci. Donc il y avait donc le Tour d'Algarve et c'est le Belge Remco Evenepoel qui est sacré une deuxième fois après 2020. Du côté français, on peut noter la très belle performance de David Gaudu qui a terminé 5e du général, mais tout de même avec une victoire lors de la 3e étape. Dimanche, il y avait aussi la dernière étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Et c'est le Colombien Nairo Quintana, que vous connaissez bien sûr, qui s'est imposé devant Guillaume Martin et Thibaut Pinot, un beau petit retour en forme du français. Nairo Quintana qui remporte par la même occasion le classement général. Enfin, en ce moment même a lieu l'UAE Tour, et cela a été l'occasion de revoir le vainqueur du Tour de France, puisque c'est Tadej Pogačar qui s'est imposé hier lors de la 4e étape, et il prend aussi la tête du classement général. Voilà, pour les infos, c'était complet. À noter, excusez-moi monsieur, ce week-end, la reprise des classiques avec le Het Newsblad, avec quelques favoris, donc il y aura Jasper Stuyven, Seb Van Mark, Sonny Colbrelli, dernier vainqueur de Paris-Roubaix, et le champion du monde de cyclocross, Tom Pidcock. Voilà pour les infos. Cyclisme, il y avait aussi, et on va peut-être revenir rapidement avec Tony, d'ailleurs tu as fait un article à ce sujet-là, sur la situation concernant le championnat de football ukrainien. Tout à fait, donc malheureusement vous le savez sans doute comme moi, ça tourne partout aux infos depuis ce matin. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a malheureusement dérapé, ouais, la Russie qui a commencé à bombarder et à lancer des opérations militaires sur l'Ukraine, et du coup le championnat ukrainien de football sera suspendu pour minimum 30 jours. Donc le championnat se suspend avec le Shakhtar Donetsk toujours premier avec 47 points et le Dynamo Kiev qui suit avec 45 points. Voilà, donc c'est malheureux pour le pays tout entier, j'allais dire pour le foot là-bas, mais pour le pays tout entier évidemment, il n'y a pas que le foot qui compte non plus. Et voilà, malheureusement le championnat suspendu et voilà. Ouais, on pourrait dire merci malheureusement à Vladimir Poutine. C'est ça. Voilà pour la politique, mais voilà, c'est malheureux. Malheureusement, c'est malheureux pour. C'est que du foot, mais quand même. Moi, j'aime à trouver un peu de positif là-dedans, attention. Hein, mais pour parler des sportifs qui s'indignent, entre guillemets, aussi, et qui n'hésitent pas à utiliser leur plateforme, utiliser leur voix, leur communauté pour aussi faire passer des messages d'aide, de soutien, pour revenir à la Formule 1 aussi, qui aussi est en train de se réunir pour voir la situation en Russie, parce qu'il va y avoir un Grand Prix à Sochi dans la saison de Formule 1, donc le sport qui se réunit pour... C'est triste de voir les joueurs de foot brésiliens qui jouent, ils sont nombreux en Ukraine, et notamment au Shakhtar Donetsk et au Dynamo Kiev, et les joueurs brésiliens de deux équipes se sont réunis dans l'hôtel en Ukraine avec leur famille, et on lance une vidéo sur internet pour venir les aider à rapatrier. Et les rapatrier, ouais, puisque les frontières sont fermées malheureusement, et que du coup il n'y a plus d'échappatoire. Voilà, donc il faut venir les sauver. En tout cas, ce qui se passe, c'est dramatique évidemment. J'espère que ça va s'améliorer et que le foot ne sera pas trop impacté, même si évidemment la situation actuelle elle n'est pas très joyeuse. Le dernier sujet de ces infos en vrac, c'est pas aussi une actu très joyeuse, c'est le dérapage un peu insolite d'Alexander Zverev au tournoi d'Acapulco en tennis. Comme tu le disais, tournoi d'Acapulco, du coup il y a pas mal de favoris cette année. Il y a pas mal de très bons joueurs, et Zverev qui joue en double du coup avec Melo contre Glasspool et Elia Vor, et déjà première surprise, il a perdu en 3-7, 6-2, 4-6, 10-6 du coup, et ce qui s'est passé, c'est assez triste puisque Zverev a littéralement pété un plomb, il a tapé sur la chaise de l'arbitre avec sa raquette à de nombreuses reprises.
Et du coup, lui qui était aussi au programme du simple a été tout simplement exclu du tournoi alors qu'il devait jouer en 8e contre son compatriote Gojan Krič. Et je pense qu'on peut dire que c'est un sacré dérapage quand même pour l'Allemand qui est déjà habitué de ces gestes d'humeur-là et qui une nouvelle fois n'a pas fait du bien à sa réputation. Il s'est excusé après, mais bon, je pense que le mal est fait. Je pense que cette exclusion est justifiée. Exactement. Et justement, quand tu le dis, s'excuser, j'ai demandé pardon à l'arbitre de chaise en privé parce que mon coup de sang contre lui était inacceptable. Ce n'était pas bien et j'étais simplement déçu de moi-même. Bon, il y a différentes manières d'être déçu, mais quand même, de façon à aller taper comme ça sur la chaise de l'arbitre. Il y a comme des limites. C'est bien de le reconnaître. Après aussi, on en parlait tout à l'heure de l'arbitrage dans le football. Et dans le tennis, il y a quand même beaucoup d'aide à l'arbitrage. Et ça n'empêche pas les joueurs de s'énerver contre les arbitres. Alors il faut se poser des questions aussi. Il y a Medvedev qui avait crié pendant l'Open d'Australie contre l'arbitre. Zverev maintenant qui pète un câble complètement contre l'arbitre. Donc bon, voilà. D'ailleurs, Tantelli, Tante 77 sur le chat, qui nous disait tout à l'heure que Medvedev va passer numéro 1 mondial très bientôt. Exactement. Parce que Djokovic a perdu. Il a perdu donc au tournoi de Dubaï. Ouais, donc Djokovic qui souffre de son manque de tournois importants pour le classement général, du coup Medvedev qui va atteindre la première place. Parce qu'on rappelle, il veut toujours pas se faire vacciner. C'est une belle nouvelle pour lui. Maître de son corps. Exactement, voilà, pour reprendre les propos de Tony. Voilà pour les infos sport en vrac. Maintenant, pour clôturer l'émission, messieurs, le fameux, on l'attend tous, le quiz. Le quiz avec un point sur le classement de ce quiz. Victor en tête, qui fait les courses en tête depuis presque le début. Écoutez. Toujours humble. 10 points. Alexis, deuxième, 8 points. Tony, troisième, 7 points. Et Tanguy, qui ferme la marche, 6 points. Mais allez, faut positiver un peu. Bon, t'inquiète. Peut-être que tu dormiras peut-être moins mal ce soir si jamais tu reportes des points. Ouais, façon de dire. Ce soir, il y a 5 questions plus un pronostic. Très bien, monsieur. Très bien, première question. Voilà. Première question, on va revenir à la 25e journée de Ligue 1, c'était ce week-end. Il y a eu un score à 4 buts, un match à 4 buts, c'était Saint-Étienne-Strasbourg. Je vais vous demander. Donc voilà, l'évolution du score, c'est pas bon. Est-ce que vous avez des buteurs stéphanois quand même? Au moins un des deux peut-être. Kadri. Il y a eu Kadri. J'allais dire, c'est ça que je... Il y a eu Kadri. Kadri, Nordin. Il n'y a pas eu Nordin. Banga, non, je sais pas, je te sens toute l'équipe. Ouais, c'est bon. Kadri, Woodbridge. Ah oui, je l'avais vu, Woodbridge, c'est en direct, si je dis pas de bêtises. Non. Deuxième question. Ah, c'est pour toi. Personne n'a eu de points du coup sur cette question. Personne n'a. On mérite. Les questions déjà. La question que je vais vous demander, c'est une question foot. C'est une question foot parce que moi, vous savez, je suis attaché au championnat de France de Ligue 2. Exactement. Oui. Mais moi, je vais pas vous demander du tout une question rapport avec la Ligue 2. Je vais vous demander de me dire simplement qui fait la course en tête en championnat de France de national, 3e division française. C'est une très très bonne question. Le Red Star, ce n'est pas le Red Star. Oh, je pensais que c'était ça. Vannes. Ce n'est pas Vannes. Concarneau. La Bretagne. Concarneau. La Bretagne. En 45 points, qui devance à la différence de but Laval. Concarneau, c'est une bonne réponse. Ça marche. Qui marque. Tu sais pas combien ils sont, le Red Star? Le Red Star, je vais te dire ça tout de suite. Le Red Star, ils sont au milieu de tableau. Le Red Star, ils sont actuellement. Non, ils sont même 12e. C'est pas français. À 6 points de la 15e place, qui passe relégable. Pour l'instant, on va attendre un point. La troisième question, c'est une question liée au Super Bowl. C'était il y a 2 semaines. Qui s'est imposé au Super Bowl? Les Rams. Los Angeles Rams. C'est ce que je veux dire, Los Angeles. Tanguy. T'es rapide. Voilà, Tanguy, il fait son retard. 2 points comme ça, on gratte. On va pas rester dernier tout le temps. Voilà, Tanguy, c'est bien. La 4e question, allez, Tony. Très actif, le santé. Tout à fait. La fin de l'émission un peu dure. 4e question, une question hand en plus, c'est pour toi. On espère. Est-ce que tu suis bien le championnat de hand, première division? Bien sûr. Le Paris Saint-Germain est en tête. Moi, je veux savoir qui est le dauphin du Paris Saint-Germain. Nantes. C'était rapide. C'est non. Je peux même te dire Aix-en-Provence 3e. Et je me souviens surtout que numéro 10. Qui fait une très bonne impression, une petite équipe qui s'est imposée depuis quelques années dans le top 10, qui vont doucement. C'est le Séchard 30 balles. Il n'y a pas de subjectivité. Non, pas du tout.
Pas du tout. Je vous attends. Je parle de chat. Et Tantelli qui. Et Montpellier 5ème, assez décevant. Tantelli qui nous disait par rapport au premier national, c'est Laval, mais non, je suis désolé, c'était pas Laval, Tantelli. C'était bien Concarneau. Donc voilà, nombre deuxième de hand. Prochaine question, c'est une question liée justement autour des Émirats Arabes Unis. Hier, tu me disais qui a remporté la 4e étape, tu disais c'était Pogačar. Et qui a remporté la 5e étape, c'était aujourd'hui. Je dis ça, je sais pas du tout. Si, je le sais, c'est Borans Grohe, mais je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas ça? Attends. Bisseger. C'est pas ça. Colbrelli. C'est faire personne. Attends. Non, C'était des étapes de ligne, c'était pas un contre-la-montre. Non, c'était un sprint. C'était un sprint. C'est un sprint. Démarre a fini 7ème même. Un sprint. C'est pas démarre. Non, je sais que je viens de te l'arrêter. Oh merde. Je pourrais en citer au pif, mais je pense pas que je l'ai trouvé. Tantelli qui nous dit Pogačar, oui, Pogačar au général, mais qui a gagné le sprint? Non, Pogačar a gagné hier, toi t'as dit. C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est encore de la Brandro du coup, c'est ça? La Brandro. Bon, allez, vas-y, dis-le, toi. C'est Jasper Philipsen. Bah, pas du Ah, tout, oui. il y a Alpecin Phoenix. De Alpecin Phoenix, exactement. Donc personne n'a le point. Malheureusement, cette question, je suis un peu déçu quand même. Voilà. Question liée au JO. Il y a encore une question? Il y a une question encore liée au JO. Cette question, c'est, vous savez que Johan Clary a fait 2ème de la descente en ski alpin. À quel âge a-t-il réalisé ça? 41 ans. Oh, aïe aïe aïe, c'est Victor. Victor sur le fil. Ouais, j'avais. Joué, Victor sur le fil, qui donc remporte un point. Qui ouvre son compteur, c'est bien. Merci. Et enfin, on va terminer avec un pronostic de match. C'est Karabag-Marseille. Mais Karabag-Marseille, j'ai pas fait attention, puisque Karabag-Marseille c'est déjà en direct en ce moment. En plus, on a été spoilé un peu. Mais c'est bien. Tantelli, il fait un peu l'envoyé spécial aussi. Tantelli, tout à l'heure, il y avait 1-0 pour Marseille. Je vais vous dire le score actuellement. 1-0 Karabag. 1-0 pour Karabag, c'était le score actuellement. Non, c'était 1-0 pour Marseille. 1-0 Marseille, C'est 1-0 pardon, Marseille. oui, 1-0 Tantelli nous l'a dit. 1-0 pour Marseille. Bon, ça va le faire pour Le Marseille. buteur marseillais, c'est Pape Gay. C'est une passe de Payet. Sur le passe de Payet. Donc je vais pas vous demander Karabag-Marseille, mais je vais vous demander une affiche plutôt qui aura lieu à 21h. On va prendre Naples-Barcelone. Match aller, il y avait eu. Il y avait eu un partout Un match partout. aller. C'est à Naples? C'est à Naples. Ouais, c'est à Naples. Déjà, beau choix de ta part, Antoine, merci. Pourquoi? Je pas compris. Pourquoi il a dit ça? Mais parce que c'est un bon match. C'est Naples-Barcelone. un bon match et un match indécis, donc. Allez, on va y croire à ce Aubameyang, Dembélé, Adama Traoré et Daniel Alves qui sont venus soutenir, et Ferran Torres qui sont venus soutenir. Tu vois, c'était tout le 11. Non, mais c'est les recrues du Barcelone. Et du coup, bah allez, on Dembélé n'est pas une recrue. Non, oui, je sais pas pourquoi je dis ça. Alors, Parce que j'y crois parce que lui il est de retour de blessure et que Xavi le fait jouer. Ton pronostic. alors pour Tantelli, ça on sera sera 3 certain. pour Barcelone, 1-3. Mais bon, Tantelli, c'est dans le chat. Vous, messieurs, Non, 2-1 pour le Barça. 2-1 pour le Barça. 2-1 pour Toulouse. Côté Naples. Au match aller, on a. Excusez-moi. Côté Barça. Non, Non, au match aller, on avait vu beaucoup de. Enfin, ils étaient beaucoup assez maladroits devant le but, hein, quand même. Les Barcelonais, ils avaient fait une grosse deuxième mi-temps. Ferran Torres qui avait raté quelques occasions devant le but, mais bon, on peut croire qu'avec un petit peu plus de réalisme, ça peut bien monter pour le Barça. Moi, j'ai envie de croire. Allez, 2-0 Barça. Oh, j'aurais dû faire rien. 2-0 pour le Barça. On peut mettre les mêmes On scores. peut mettre le même score? On peut mettre les mêmes Ah, scores. bon, je vais mettre le même score alors. Et donc, pour Victor, ce sera un 2-0 aussi pour le Barça. Ouais. Alexis. C'est difficile parce que le Barça alterne le bon et le très moyen cette saison. Ils ont très bien joué contre l'Atlético, très mal contre l'Espagnol. Donc moi j'ai envie de tenter la grosse cote entre guillemets. Et j'ai envie de dire que Naples va gagner 1-0. 1-0 pour Naples. Ouais. Et donc Naples qui sortirait le Barça dès les 8e de la Ligue Europa. T'aimes bien les grosses côtes. Ça se tente. j'ai envie de Il dire. est déjà arrivé en plus avec la Suède en handball. Avec un +2 même, t'avais dit, je crois. Et j'étais le seul à dire que Nantes allait battre Bastia 2-0 d'ailleurs. C'est vrai. Ça dit en face. Pour les 6e de finale, pas les 8e, les 6e de finale. Et moi je vais dire, je vais aussi dire Naples. Je les sens bien capables de réaliser quelque chose. Et je vais même porter le curseur à 2-0 pour Naples, qui donc sortirait le Barça. Si jamais Naples sortait le Barça, ça ferait mal pour le foot espagnol. Ah oui. Si en plus le PSG venait à éliminer le Real Madrid, ça ferait mal au foot espagnol. Et si en plus Manchester venait à éliminer Atlético, ça ferait mal. Si en plus la Juventus veut éviter La Villarreal, Villarreal, ça ferait mal pour le foot espagnol. Ça ferait mal à Xavi aussi, parce que ça voudrait dire que c'est quand même assez raté comme retour déjà. Ouais. Mais bon. Voilà pour ce quiz qui se termine. Et donc cette émission qui s'achève, émission de reprise
avec toute l'équipe. On était contents de la faire. Et évidemment, continuez à partager l'émission autour de vous. Il y aura bientôt les replays sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, enfin sur tous les réseaux, tous les canaux. On partage ça. Et donc, on se retrouve jeudi prochain, à la même heure, je ne sais pas. On vous communiquera sur les réseaux sociaux, sur Insta, le compte Instagram. Teamsport 59, mais c'est un dernier mot peut-être. N'oubliez pas de vous abonner et prenez soin de vous. Exactement, prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao et à la semaine prochaine.